Révolution, la vie de Léa, épisode 3. Alors en 1935, j'avais fait la connaissance dans l'immeuble au 5e étage de la famille Renard. Il y avait une fille de mon âge, un peu plus jeune que moi, qui était dans la même école. Elle était donc dans la classe au-dessous de la mienne. Nous étions au 3e et elle au 5e. On se rencontrait souvent et on partait de temps en temps à l'école ensemble. C'était mon amie Colette Renard. On s'entendait très bien toutes les deux. La maman m'avait un peu adopté, sa maman. Ils avaient, figurez-vous, en 1935, une voiture. Et c'était le formidable quand, de temps à autre, le dimanche après-midi, elle venait me chercher. On partait en voiture, on allait au bois, on allait dans les environs de Paris, et c'était de très bons moments. Aussi, les vacances de 1935 se sont passées dans leur maison du Tarn-et-Garonne, dans un petit village qui se nomme Casals, au bord de l'Aveyron. Et là, j'ai été invitée justement pour passer un mois chez eux. Son papa voyageait beaucoup, je me souviens plus de son métier, mais bon, il n'était pas là très souvent. Mais je ne sais pas si nous sommes partis à Casals en voiture. Je l'ignore, je l'ai oublié. Peut-être. Donc pour moi, c'était un grand voyage. Alors, ils avaient une maison, sans doute de famille, mais enfin, c'était une maison à un étage qui était dans la rue principale, qui était la seule d'ailleurs de ce petit village où il n'y avait ni boulanger, seulement une petite épicerie qui avait à peu près tout ce qu'on voulait à ce moment-là, et qui était tenue par un couple dont je n'ai jamais oublié les noms, et qui s'appelait Zéphirin et Zénaïde. Donc, voilà. Alors, Zéphirin et Zénaïde, ils avaient 3 enfants. Ils avaient une grande fille de 18 ans qui était très belle. Je la regardais toujours parce que elle était vraiment, je la trouvais très belle. Et puis 2 garçons dont je me souviens, il y en avait un qu'on appelait Loulou et l'autre Jackie. Voilà, ça c'était les seuls commerçants de ce village. Autrement, tout ce qu'on avait besoin pour les repas, pour le médecin, il fallait se déplacer vers Caussade. Caussade, qui est une localité beaucoup plus importante, ou alors à Montauban, puisque c'était le chef-lieu.
Mais la principale attraction, c'était l'Aveyron, le fleuve de l'Aveyron qui passait au bas du village qui le longeait. Il y avait des grands rochers dont un était plat. Et c'est de là que j'ai pu apprendre à nager. Donc, je suis revenue de ces vacances en sachant nager et même plonger parce que c'était possible et que 2 ou 3 personnes se sont offertes pour me donner des leçons de natation. Pour moi, c'était vraiment un événement parce que j'avais un petit peu peur de l'eau. Je me souviens de ces premières vacances à Casals au point de vue sportif, ce qui m'avait fait grand bien parce que je n'ai jamais été une fille sportive, mais je m'avais donné une espèce de libération, de contentement. Je n'ai jamais oublié ces premières vacances à Casals, qui ont été renouvelées, mais pas avant la guerre, parce que les années suivantes, jusqu'à 1939, nous sommes allés une fois en Alsace et une autre fois en Bretagne. Alors là aussi, pour la première fois, j'ai nagé dans la mer. Ça a été les grands plaisirs de mes jeunes années. À l'école, c'était moyen. Je travaillais. Je n'avais pas des notes mirobolantes. De temps en temps, le carnet n'était pas fameux. J'ai abordé l'année 1937. Ça a été un petit peu difficile à la maison parce que maman a subi une opération grave à ce moment-là parce que elle avait un kyste au sein qui, selon les examens, ne montrait pas de gravité, mais par peur, justement, qu'on fasse une erreur médicale, elle a subi l'ablation d'un sein. Et je me souviens que papa ne disait rien, mais ça faisait beaucoup de soucis. Enfin, maman a repris la vie normale. Oui, en 1937, c'était le temps de l'exposition universelle, je crois. Je crois qu'on l'a appelée l'exposition universelle, que le Trocadéro actuel, que vous voyez actuellement, a été construit pour l'exposition, qui avait des pavillons très beaux, ceux qu'on voyait en priorité, qui étaient très importants. C'était d'un côté l'Allemagne et de l'autre côté l'URSS. À ce moment-là, bien sûr, c'était un avant-goût des pays qui allaient 2 ans plus tard être à l'origine de la guerre de 39. Voilà. Nous sommes allés plusieurs fois, justement, visiter certains pavillons. Je m'en souviens à peine, mais j'en ai un souvenir au point de vue artistique aussi, et connaissance des pays européens surtout, qui m'avait vraiment instruit et voilà, j'en ai conservé longtemps le souvenir. C'était des pavillons en dur, hein? Ah oui, c'était imposant, hein? Alors le pavillon allemand, des grandes statues avec, je sais plus s'il y avait vraiment le drapeau Hitler, je pense pas.
Si, parce que c'était déjà, bien sûr, c'était déjà Hitler. C'est vague comme souvenir, mais il y avait des statues énormes au fait du bâtiment. Alors à l'intérieur, on montrait tout ce qu'ils produisaient, tous les métiers, le côté artistique. Mais c'était un peu Ça montrait, ça mettait en valeur le pays lui-même. Hein. C'était un peu de la propagande. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je dis pas qu'on s'en rendait pas compte, mais enfin, ça a eu beaucoup de succès, hein. Énormément de monde, hein, pendant combien de temps? Du 25 mai au 25 novembre. Ah oui, presque 6 mois. Oui, oui. Alors, comme d'habitude, du coup, je regarde sur Wikipédia. Donc, je lis le jour de l'ouverture, les 2 pavillons principaux qui se font symboliquement face de part et d'autre de la Tour Eiffel sont terminés et reçoivent la médaille d'or de l'exposition. Celui de l'Allemagne du Troisième Reich et celui de l'URSS. L'exposition universelle de 1937, officiellement Exposition internationale des arts et techniques appliquées à la vie moderne, se tient à Paris du 25 mai au 25 novembre 1937 est la première exposition universelle organisée en France selon les règles de la Convention de Paris de 1928 sur les expositions internationales. C'était également le dernier événement de ce genre à avoir eu lieu à Paris et en France. Et il y a eu toute une organisation, une organisation énorme. La plupart des bâtiments et aménagements sont temporaires, à quelques exceptions près. Le palais de Chaillot remplace l'ancien palais du Trocadéro, qui est détruit. Ouais. La tour Eiffel est modernisée par la suppression des arcades du premier étage et la pose d'un nouvel éclairage. Le palais de Tokyo est construit sur les terrains de la manutention militaire et de l'ambassade de Pologne. Celle-ci est démolie et l'hôtel de Sagan acheté par l'État français est offert à la Pologne en compensation. Le palais de Tokyo reçoit d'une part le musée d'art moderne de Paris et le musée national d'art moderne d'autre part, dont les collections étaient jusqu'alors exposées au palais du Luxembourg. Le palais d'Iéna, construit pour abriter le musée national des travaux publics, ferme 16 ans plus tard, faute de visiteurs, accueille ensuite le Conseil économique et social. Et la largeur du pont d'Iéna est doublée, cette fois par une construction en dur. Voilà. Ouais. L'ancien Trocadéro, qui ressemblait à, je ne sais plus, un peu oriental, mais vague. Puis on n'allait pas souvent par là. On n'allait pas souvent par là. En mars 1938, mon grand-père Fouché, le père de maman, est décédé, non pas de mort subite, mais d'une maladie très rapide, un cancer certainement. J'ai eu beaucoup de peine, c'était le premier deuil qui était tout proche de moi. Et je me souviens qu'à cette époque-là, même les très jeunes, j'avais 16 ans, on achetait des vêtements gris ou blancs et noirs, enfin, on portait le deuil. Et maman, je me souviens qu'elle avait un chapeau, puisque toutes les femmes portaient un chapeau. On ne sortait pas sans chapeau. Maman avait un grand voile qui était fixé sur son chapeau. Et ce voile, elle la portait pendant 6 mois. Et les 6 mois suivants, on ôtait le voile. Voilà, on portait le deuil. C'était normal, on trouvait ça tout à fait... C'était quand on avait quelqu'un de proche dans la famille, on portait le deuil. Je ne sais plus à quel moment de l'année il y a eu cette réunion où les chefs d'État ont essayé d'éviter la guerre, parce que c'était presque... On avait bien l'impression que la guerre allait être déclarée. Mais on a eu un sursis, sans doute, de presque 1 an.
oui, d'un an. Mon cousin était rappelé dans la ligne Maginot pour quelque temps. Pendant quelques mois, on a cru que la paix était sauvée. Autrement, l'année s'est terminée un peu dans l'angoisse, c'est certain, dans les familles, parce que certains militaires étaient rappelés. Ce n'était qu'un sursis. Ah oui, c'est en 38, oui, que j'ai donc eu mon BEPS, et l'année 39 a commencé avec un peu d'espoir. Les vacances ont été programmées à Erquy, en Bretagne. Nous avions un prof de gym qui habitait tout près de chez mes parents. Et là, on prenait des leçons de culture physique. Oui. Et comme il avait une résidence à Erquy, c'est pour ça que nous nous sommes dirigés pour les vacances au mois de fin juillet, début d'août, à Erquy. J'étais heureuse comme tout de pouvoir nager, puisque j'avais appris, quelques années avant, à nager, mais pas dans la mer. Alors là, c'était mes premières vacances à la mer. Quand la guerre s'est déclarée au début de septembre 39, nous sommes partis 8 jours avant la fin de nos vacances, parce que parlait vraiment de la paix, qu'on ne pourrait pas sauver, que l'Allemagne était décidée À faire la guerre. Oui. Ça allait vraiment s'assombrir, oui, c'est ça. Nous avons regagné Paris plus tôt, et je pense que c'est là que, par précaution, je pense que Bernard est parti interne à Dreux, chez les frères, je ne sais plus, dans un internat catholique, je crois, j'en sais rien, mais je pense, oui. Parce que les écoles, je ne sais pas si la rentrée s'est faite normalement. Et moi, je n'ai pas pu regagner Octave Gréard. J'avais passé mon brevet BEPS à la fin des années 38, c'est ça? Oui, BEPS, j'avais issu. L'école est partie à La Baule. Alors, il y a une partie des élèves qui sont partis avec des professeurs, et l'école Octave Gréard était bouclée, était transférée à La Baule. Donc là, mes parents n'ont pas voulu que je suive. Mes études ont été interrompues là. Oui, maintenant c'est un collège. Et là, c'était encore une école primaire supérieure. Après la guerre, ça a été transformé en collège. D'accord. Voilà, oui. Ah oui, alors, à Octave Gréard, alors, avant la guerre, bien sûr, j'avais comme professeur Madame Worms, qui était professeure de musique, piano, etc., qui nous apprenait des belles chansons. Je me souviens, dont je me souviens encore, les chansons. Madame Worms, oui, elle avait un petit garçon. Elle habitait rue du Rocher, je me souviens, rue du Rocher, une rue qui prend à la station Villiers et qui se dirige vers Saint-Lazare. Et puis, il y avait aussi un professeur de chimie qui s'appelait Mademoiselle Jacob. Et Mademoiselle Jacob, on savait par quel moyen, je ne sais pas, mais on savait qu'elle s'était convertie au catholicisme. Voilà, Mademoiselle Jacob, oui. Et toutes les deux ont été déportées, oui.
Quand est-ce que tu l'as appris? Je l'ai appris après la guerre seulement, oui, bien sûr. Je l'ai appris après la guerre. Ah, j'ai dû l'apprendre par un commerce, des commerçants qui connaissaient justement Madame Worms qui habitait rue de Madrid. Et moi, je l'ai appris, mais pas tout de suite après la guerre. Hein. Ça faisait le tour du quartier par là, parce que à ce moment-là, avec la guerre, les gens se parlaient beaucoup plus. Hein. Après, avec ces années de guerre, tout ce qui avait eu lieu comme événements dramatiques et tout ça, les gens se parlaient beaucoup plus hein, à Paris. Oui, c'est vrai. Bon, alors, oui, toutes les deux ont été déportées, les pauvres, mon Dieu, oui, oui. Alors, je me mettais, tu vois, quand je pense à elle encore maintenant, j'ai des pensées comme ça vers ces années, je les revois toutes les deux. Elle avait son piano là, qui faisait, elle se retournait, puis on était derrière, alors elle faisait... elle était, oui, et elle était, au début de la guerre, on m'a raconté que elle avait de la famille dans le sud, et comme au début c'était encore la zone libre, hein, alors elle avait regagné la zone libre. Je ne sais pas si son mari, je sais pas, j'ai pas su son mari. De toute façon, on connaissait pas. Mais son petit garçon, je pense qu'il a été sauvé. Il a été sauvé. Je pense qu'il a été hébergé par des gens quand ils ont envahi la zone libre. Paraît que le jeune, le petit garçon qui avait, je sais pas, 11-12 ans à ce moment-là, a été sauvé. Oui, oui, oui. Nous étions à Paris et j'ai été tellement émotionnée, choquée, je ne sais pas, à ce moment-là, que j'ai eu une éruption de boutons sur tout le corps. Et j'ai été malade pendant 48, au moins 2 ou 3 jours. Vraiment, oui, tellement ça m'avait choqué de savoir qu'on était en guerre. C'était quelque chose que j'ai eu du mal à croire. Mes parents ont résolu de nous envoyer, Bernard et moi, chez Monsieur Seret, en Eure-et-Loire, parce qu'ils avaient peur des bombardements sur Paris. Donc nous sommes partis avec maman, Bernard et moi, chez Monsieur Seret. Et là, je me suis remise petit à petit. J'ai eu un choc tellement important dont je me suis toujours rappelé. Voilà, nous attendions donc tout le mois de septembre chez Monsieur Seret. Papa continuait à travailler pendant toute cette année 39. Au cours des mois qui ont suivi, ça ne bougeait pas. Il y avait toujours, les nouvelles étaient toujours rien à signaler. La ligne Maginot était, paraît-il, toujours imprenable. Mon cousin donnait des nouvelles régulièrement. Donc, on s'installait vraiment dans la guerre, mais la guerre au loin. On n'avait pas conscience. On ne savait pas qui bougerait le premier, parce que autant les Allemands que les Français, point de vue information, il n'y avait pas grand-chose, sinon que du côté allemand, l'histoire du fer qui venait par les pays scandinaves.
Oh, tu sais, non, Ouais. je peux... Ça, c'est... Tout ce mélange-là, s'il y avait des choses importantes qui se passaient, mais je peux pas, j'en ai pas le souvenir précis, tu vois. Il y avait des alertes, mais les premiers réfugiés qu'on a accueillis en France, c'était les gens du Nord. C'est quand la Belgique a été envahie. Donc, c'est après le 10 mai 40. L'armée allemande a pris le départ pour envahir la Belgique, mais déjà ce qu'on appelait les Sudètes, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, tous ces pays-là étaient envahis déjà. Je me souviens qu'on allait à la gare du Nord, à ce moment-là, quand les premiers réfugiés des départements du Nord, Nord-Est, qui fuyaient, on était avec la Croix-Rouge pour accueillir les gens qui avaient fui et qui arrivaient dans la région parisienne. Une organisation qui s'était faite très vite, hein, parce que c'était urgent d'accueillir tous ces gens. Déjà, c'était un début d'exode des gens qui habitaient dans le nord de la France. Voilà comment ça se passait après le 10 mai 40. J'ai le souvenir précis, le 10 mai 40. Je me vois, c'était le matin, et je faisais le ménage. Oui, je me vois passer l'aspirateur dans ma chambre. Et papa, au moment, je ne sais plus, faisait irruption en me disant les Allemands envahissent la Belgique. Ça m'est resté parce que c'était encore une émotion de savoir que ça allait être très grave, bien sûr. On était complètement sous le choc. Oui, voilà. On a eu d'abord la zone occupée, hein, jusqu'à la Loire. Je crois que c'était la Loire qui était la barrière. Et quand ils ont occupé le sud, la France était totalement occupée. En plus, avec les Italiens qui avaient passé aussi la frontière. Donc, on avait tout le sud-est avec les Italiens déjà, mais les Italiens, c'était moins pesant, c'est les nazis, enfin l'Allemagne, dont l'occupation a été tellement grave, tellement importante. Alors la vie à la maison, c'était avec papa et maman, et puis alors Bernard qui était à Dreux, et alors le mieux c'est que Dreux a été bombardé et que Paris, hein, on n'a pas eu grand chose à Paris, sauf pendant la Libération bien sûr, mais bon, mais on a récupéré Bernard avant l'Exode, quand ça a commencé, quand on a vu qu'on pouvait plus avoir de nouvelles, que la poste marchait plus, tout ça. Alors, je pense que Bernard est revenu avec nous. Le départ en Exode, c'est au Mans que j'ai vu l'armée allemande qui défilait c'est au Mans. Et Paris était déjà occupé depuis le 14 juin. Nous sommes partis au début de juin, je crois, parce que mon oncle et ma tante, mon oncle Dodard et ma tante, avaient une voiture. Et mon oncle, qui avait aussi fait la guerre de 14, il voulait pas voir les Allemands. Ils ont décidé de partir en emmenant ma grand-mère qui vivait encore, qui est décédée en 44, mais qui était infirme, qui marchait très très mal. Elle avait
une ostéite dans une jambe qui aurait dû être opérée. Elle n'a jamais été opérée. Elle avait une jambe énorme avec des pansements. C'était difficile de partir, mais on ne pouvait pas la laisser. On ne pouvait pas rester toute seule puisque mon grand-père n'était plus là. Alors mon oncle a décidé de partir, avec ma tante bien sûr, et puis ma grand-mère, et avec maman également, Bernard et moi, dans la voiture. Alors on avait cassé ma pauvre grand-mère derrière dans le coin de la voiture. Et il y avait toutes les provisions avec un bidon d'essence. Et il y avait 2 ou 3 kilos de sucre. On prenait du sucre parce qu'on se disait, si jamais on n'a plus à manger, on aura du sucre. Alors nous sommes partis comme ça. Et moi, sur le marchepied, je tenais le haut de la voiture. Mais il faut dire qu'on allait au pas, presque, sur les routes, parce que les gens fuyaient. Les gens partaient avec... donc il y avait les voitures à chevaux, il y avait les charrettes, il y avait des bêtes, des grosses bêtes, il y avait des vaches, il y avait des gens qui traînaient une petite charrette où il y avait des petits-enfants. Enfin l'exode, voilà, vous avez... tout le monde a vu ce que c'était sur les routes. Et puis, il fallait, quand il y avait ça, c'était encombré. Mais ce qui était terrible, c'était de temps en temps un avion qui venait bombarder. On a eu cette chance de passer au travers. Mais maman avait vécu un épisode comme ça, où tout le monde quand il y avait des fossés, on se mettait dans les fossés. Parce que non seulement les Allemands, c'était surtout les Italiens qui bombardaient. Ça mettait en rage certaines personnes en disant les Italiens, ce sont comme des Allemands. Enfin, voilà. C'était un épisode épouvantable. Oui, c'est vrai. Petit à petit, nous sommes arrivés à... Notre idée, c'était, puisque papa avait déjà quitté Paris avec le petit journal. Papa était comptable au petit journal. Et ils avaient déjà quitté Paris pour Clermont-Ferrand. Alors, notre idée, essayait de rejoindre papa, qui devait être à Clermont-Ferrand. Mais qui a eu des nouvelles que le petit journal avait déjà quitté Clermont-Ferrand et était à Pau. Quand on a su ça, mon oncle n'a pas voulu continuer, c'était trop loin, dans les conditions épouvantables sur la route, sur les routes, et puis presque plus d'essence. On s'est arrêté, mon oncle et ma tante et ma grand-mère, qui ne pouvaient pas beaucoup bouger, nous ont laissés au Mans. Maman, Bernard et moi. Nous sommes restés au Mans, où nous avons trouvé un hébergement chez des gens dans une maison où la moitié des gens étaient partis. C'était une maison occupée par 2 ou 3 familles qui vivaient là, mais qui avaient déjà quitté en laissant les gardiens. On pouvait se loger. Je ne sais plus comment, si c'était bien ou pas, mais on est resté là avec maman, Bernard et moi pendant 3 semaines sans avoir de nouvelles. La poste ne marchait plus. On attendait tous les jours, on attendait des nouvelles. Et je me souviens que on allait à la cathédrale du Mans. Quand j'ai revu la cathédrale du Mans, je me suis rappelé tout cela. Nous sommes restés donc 3 semaines au Mans. Et mon oncle, un jour, on a pu, par quelqu'un qui rentrait, qui pouvait porter des nouvelles, on a pu avoir des nouvelles de Paris.
Et dès que les routes ont été libres et que l'armistice avait été signé, c'est ça? L'armistice avait été signé entre-temps. On a commencé à trouver un peu d'essence. Mon oncle et ma tante sont revenus nous chercher au Mans. Et nous sommes rentrés à Paris, sans toujours avoir des nouvelles de papa, qui était toujours sans doute à Pau. Alors, au point de vue information, dès que l'occupation a commencé, pour écouter, alors on avait, au début, on ignorait tout à fait De Gaulle, tout ça, c'était, d'ailleurs, papa, enfin j'en parlerai, mais papa c'était Pétain, il avait confiance dans Pétain, parce que papa avait fait la guerre de 14, hein, dans les tranchées et tout ça, et qu'il se souvenait que Pétain était venu pas très loin les voir, etc. Et puis que Pétain avait gagné, je sais plus quelle bataille. Alors, tu vois, papa, c'était Pétain. Et il rouspétait. Quand on a, avec maman et Bernard, dont il était quand même trop jeune là, mais papa n'aimait pas du tout qu'on aille écouter le soir quand il y avait une émission de la BBC avec le signal. Hein, Les Français parlent au français. Donc à ce moment-là, il fallait mettre son oreille tout près devant le poste pour entendre avec le brouillage. Tu vois, c'était brouillé tout le temps. Donc, il fallait deviner les paroles depuis Londres. Hein. Alors, je me souviens, c'était Jean Marin, je crois. Les noms que tout le monde connaissait, parmi ceux qui essayaient de parler distinctement pour que ça soit compréhensible. Et une fois que la résistance s'est installée, il y a eu les messages aux résistants. Des phrases qu'on ne pouvait pas comprendre, bien sûr, tout à fait anodines, tout à fait pour des dépôts d'armes à certains endroits, pour enfin bref, voilà. Alors c'était pas une dispute, mais là ils discutaient tous les deux. Maman disait mais si, écoute, tu vois bien, il y a eu je sais pas, quand ils étaient en Afrique du Nord, tu vois, la victoire de, je sais plus, je pourrais plus te dire maintenant, tu vois, ces noms-là, qui sont restés longtemps dans ma mémoire maintenant, je ne peux plus, je ne m'en souviens plus. C'était un sujet de discorde au début, oui, parce que au début, tu vois, les Anglais, il y a eu des problèmes aussi quand ils ont bombardé la flotte française. Où est-ce que c'était, tu sais, pour éviter que la flotte française tombe aux mains des Allemands. Tu sais, ils avaient bombardé et ils avaient tué des Français. Alors papa était furieux parce que il disait, tu vois ce que font les Anglais. Alors voilà. Mais ça n'a pas duré trop longtemps quand même, parce qu'après, il disait rien, il venait pas, mais il disait rien. Alors maman mettait un petit peu la pression pour ça. Alors on en parlait au repas. Oui, c'était toujours le soir vers 21h ou même tout ça. Alors parfois on était encore à table, ça variait. On dînait dans la cuisine, hein. Il y avait de la place dans la cuisine. Hein. Et alors le poste était dans la salle à manger. Tu vois, il bougeait pas le poste, hein, c'était... Et alors, avec maman, on se précipitait dans la salle à manger, voilà. Ça, c'est des souvenirs de guerre, oui. Bon, déjà, il avait un peu changé
quand il y a eu l'entrevue de Montoire. Pétain avait rencontré Hitler à Montoire. L'entrevue de Montoire, c'est resté vraiment une date importante. Pétain avait serré la main de Hitler. C'était le 24 octobre 1940. 40 ? Oui, c'était en 40. Je pensais que c'était beaucoup plus tard, tu vois. 24 octobre 1940. Ah oui, oui, mais je te crois. Oui, oui, oui. Il a serré la main de Hitler. Oui, alors là aussi, mais pendant le début de la guerre, papa n'était pas du tout pour De Gaulle. C'est pas au début de la guerre qu'il a changé d'opinion, non. C'est plus tard. Hein. Il s'est rendu compte petit à petit aussi, pendant quand même l'occupation, que quand on a commencé à avoir des restrictions au point de vue alimentaire et tout ça, qu'il y a eu les cartes d'alimentation et tout ça. Bon, il disait, c'est la guerre. On disait pas que c'est normal, il disait pas ça. Mais je pense qu'il a réfléchi petit à petit. Hein, ça s'est fait, tu vois, petit à petit, au fur et à mesure des événements. Ça l'a choqué quand il y a eu les Juifs ont porté l'étoile. Oui. Alors, je pense que quand il a vu des gens qu'on rencontrait dans la rue, qui avaient cette étoile jaune, ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Et quand on voyait pas par chez nous, bien sûr, parce que chez nous, c'était quand même le 17e, tu vois, toujours bourgeois, catholique. Et puis, à ce moment-là, on n'avait aucune information. Aucune. C'est pour ça que les camps et tout ça, si, quand il y a eu en 42, La rafle du Bel la rafle oui, du alors ça, oui, oui, ça a été terrible, hein. Au point de vue choc, on montrait pas, on avait les actualités quand on allait au cinéma, mais autrement, on ne voyait pas, on n'a jamais vu. Il fallait vraiment qu'on aille, par exemple, dans le Marais, tout ça, et dans tous ces quartiers, pour voir, tu vois, sur une porte cochère ou sur une porte d'un commerce, les bars, et puis juifs, tu vois, inscription, et c'était, tu sais, quand on a montré maintes fois ça, tu vois. Mais nous, on était vraiment, tu vois, protégés. Là, dans ce coin de Paris, les informations de la radio, c'était Radio Paris. Alors on disait Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, tu vois, des chansons comme ça. Et puis on avait ces informateurs-là terribles, Jean-Hérold Paquis. Il a été guillotiné, je crois, je ne sais plus où il a été tué, qui était à la radio et qui finissait les infos du soir à Radio Paris en disant « Londres comme Carthage sera détruite », tu vois. Londres comme Carthage, je crois, sera détruite. Petite info du coup sur Jean-Auguste Hérold, dit Hérold Paquis. Oui. Il est né dans les Vosges le 4 février 1912 et il a été fusillé au fort de Châtillon le 11 octobre 1945. Donc c'est un journaliste radio français, Oui, connu pour ses chroniques pro-allemandes sur Radio Paris, oui. Sous le régime de Vichy. Oui. C'est un journaliste d'extrême droite. Il a été condamné pour diffamation, escroquerie et entretien de concubine au domicile conjugal. En août 1944, il fuit Paris et se réfugie en Allemagne. Oui. Il y poursuit ses chroniques à l'antenne de Radio Patrie, qui émettait depuis le territoire allemand. Quand l'Allemagne est envahie, il tente de fuir. Il est fusillé au fort de Châtillon le 11 octobre 1945. Ah oui, Bon, oui, c'était un collabo, quoi. Oui, c'était un collabo, tout. Ah oui. Tu sais, on cherchait dans tout
Il y avait le cadran avec les numéros de station. Et il fallait qu'on tombe sur une station qui parlait français. Il y avait beaucoup de gens qui applaudissaient les Allemands, là, hein, les victoires allemandes. Tu sais, pendant les premières années de guerre, hein, ils avaient Le monopole. Oui, oui. Moi, si tu veux, on s'arrête là. Allez, tu arrêtes hein, maintenant. Oui. Ben non, il faut que j'appelle Bernard, parce qu'il va se demander. Il faut que j'appelle Bernard. Comme cet épisode a été un peu difficile à enregistrer et surtout à monter, je souhaitais revenir sur certains points. Ça a été extrêmement difficile d'apprendre pour moi que mon arrière-grand-père était pétainiste, puisqu'il soutenait Pétain au début de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a également mis un peu de temps à faire évoluer ses opinions politiques. Je retiens aussi que ma grand-mère était partagée adolescente entre un père qui soutenait Pétain, comme je viens de le dire, qui écoutait Radio Paris, et une mère au contraire qui tenait à écouter la BBC en compagnie de ses enfants et qui osait confronter son mari sur l'incohérence de ses opinions. J'imagine que cela ne devait pas être aisé pour une femme à cette époque. Cette histoire de famille n'est pas la plus belle et surtout pas la plus facile à raconter, mais je pense qu'il est aussi intéressant de se remettre dans le contexte de l'époque. Quelle attitude aurais-je moi-même adoptée si j'étais un homme français catholique, né il y a 134 ans, en 1888, si j'avais combattu dans les tranchées pendant la guerre de 14 et que j'y avais rencontré Pétain, qui était présenté alors comme un héros, un sauveur de la France, un homme porteur d'espoir. Avant, j'avais pour habitude de penser que la population française pendant la Seconde Guerre mondiale était soit résistante, soit collabo. Et j'ai réalisé de manière assez naïve, avec le récit si personnel de ma grand-mère, que les choses ne sont pas aussi manichéennes. Il existe des millions d'attitudes et de réactions, et parmi celles-ci, certaines personnes pensent simplement à leur famille en premier. Les questions de subsistance, de sécurité, des choix aussi cruciaux à prendre comme quitter son domicile pour partir vers l'inconnu. Avec ce podcast et cet épisode particulier, je pense que c'est le moment, puisque je suis en train de travailler sur ce devoir de mémoire, de rendre hommage à ma grand-mère paternelle, Sarah Zittmann, qui est décédée à Paris le 11 février 2021, à mon arrière-grand-père, Schulim Zittmann, qui a été déporté et assassiné au camp de concentration d'Auschwitz à l'été 42, et également à la tante de ma grand-mère, Hélène Igla, qui est morte en février 43 à Auschwitz parce qu'elle était juive, résistante et communiste. Je suis le résultat de ces familles. D'un côté, une famille plutôt bourgeoise, catholique, du 17e arrondissement de Paris, et de l'autre, une famille de juifs ashkénazes qui ont subi la Shoah et qui, pour ceux qui en ont réchappé, ont été traumatisés à vie, traumatisme d'ailleurs qui a eu un impact énorme sur le reste de la famille et les générations qui ont suivi. C'est pour ces raisons que je souhaitais enregistrer ma grand-mère Sarah Zittmann il y a quelques années, mais je n'avais pas la maturité et peut-être aussi suffisamment de courage pour le faire. Je suis extrêmement heureuse que Léa accepte de s'exprimer aujourd'hui à mon micro. C'est une personne d'une extrême sagesse et qui a une mémoire incroyable que je voulais absolument partager. J'espère que vous appréciez l'écouter tout autant que moi et que vous continuerez à suivre ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. À jeudi prochain. Merci.